Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bon, déjà, l'ouverture d'esprit au monde, elle peut se faire qu'à partir de la littérature, selon moi. On ne peut pas juste se cantonner à des valeurs scientifiques et des données scientifiques. En plus, vraiment, être littéraire, c'est aussi avoir conscience des enjeux de communication. Je dirais qu'en fait, vivre en société, c'est pouvoir communiquer avec autrui, que ce soit par la parole ou l'écriture, de base. Et ça, c'est dans tous les métiers, en fait. Il y a même les scientifiques, au final, se saisissent des enjeux de la littérature et des études littéraires en plus globales. On ne peut pas être un bon scientifique sans pouvoir exprimer ses concepts, ses théories. Et quand je dis exprimer, c'est par l'écriture et donc le dialogue. Je pense aussi qu'on se nourrit des uns et des autres. Donc, si tout le monde faisait la même chose, déjà, ce serait un peu triste. Donc, c'est très bien qu'il y ait une diversité. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que les études littéraires et les métiers littéraires, que ce soit éditeur, écrivain, enfin, des métiers vraiment au cœur de la littérature, comme je dirais, eh ben, ils sont primordiaux, en fait, pour tout simplement l'équilibre du monde. Sans bouquin, ça va être la ruine de nos âmes. Mais parce qu'il y a aussi cette question du patrimoine, j'y retourne dans la littérature. Le patrimoine, les livres, la littérature est un patrimoine aussi. Alors, le podcast, justement, c'est un super format. Je trouve que c'est des livres audio pour moi, de plus en plus. Et pour les personnes qui sont fatiguées visuellement, ça peut permettre aussi d'accéder, je pense, à la connaissance et à des formes de littérature. De plus en plus, d'ailleurs, j'entends notamment sur France Culture des livres lus. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires. Aujourd'hui avec Gwenaëlle Bill. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Merci de venir nous parler du métier d'architecte. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire à quand remonte ton intérêt pour le littéraire? D'où vient ton intérêt pour les livres et comment est-ce que tu les choisissais? Alors, pour répondre à cette première question, je dirais que mon intérêt pour la littérature en général, il a toujours été présent depuis ma petite enfance. En effet, je lisais depuis toute petite. Au début, bon, c'était plutôt des comptines pour enfants, mais avec le temps, j'ai ouvert mon champ de la lecture vers plutôt les romans. Et puis, au moment de l'adolescence, préadolescence, là, je me suis lancée dans la lecture de sagas, pour ne pas nommer Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, les grandes sagas très connues. C'est vrai que ma mère étant enseignante à la maison, j'avais accès direct à une grande bibliothèque, plutôt diversifiée, mais tout de même assez centrée sur la littérature de jeunesse. Et j'ai le souvenir, ça va rendre nostalgique certains sûrement, mais des grandes collections Hachette, les collections vertes et les collections roses, que je dévorais du coup quand j'étais petite. Il faut dire ce qui est aussi, c'est que le contexte, je n'ai pas la culture de la télévision pour héritage familial. Et en n'ayant pas de frères et sœurs non plus, forcément, la lecture, le dessin, c'était des activités qui étaient en fait des occupations premières pour moi et qui me permettaient de déployer mon imaginaire étant toute seule en fait. Progressivement, la lecture, on va dire, et puis mon lien à la littérature, il a évolué par mes études. Au lycée, j'ai fait une filière scientifique, bon, un peu pour faire plaisir à mes parents et aux enseignants à l'époque, qui me disaient d'ailleurs que ça me laisserait plus de choix dans mes études après le bac. Mais typiquement, quand on regardait mes résultats et le temps que je déployais dans mes révisions, on voyait bien que j'avais un profil finalement pas tant scientifique que ça et que les disciplines comme le français, la philosophie, l'histoire géo, en fait, c'était les disciplines dans lesquelles je m'épanouissais le plus en termes de curiosité. Enfin, j'étais plus curieuse, on va dire. Pour ce qui est du choix des lectures, j'ai longtemps été contrainte par les recommandations faites par les enseignants avec leur corpus bibliographique. Surtout après le bac, où j'ai été en classe prépa littéraire. Alors là, on avait des corpus à rallonge et en plus qui se déployaient dans toutes les matières. Donc, j'ai eu un moment de ma vie où j'en étais presque, je vais être honnête, dégoûtée de la lecture. C'était donc des lectures imposées, indigestes en fait. On avait très peu de temps pour les lire et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne lisais plus pour le plaisir, chose que finalement j'avais toujours eu jusqu'au bac. Aujourd'hui, j'ai repris goût à la littérature avec un
un grand L, les littératures, peut-être tu pourrais dire. C'est vrai qu'on lisait des ouvrages spécifiques en classe prépa et même tout au long de mes études, ça restait des ouvrages spécifiques dans des domaines où c'était soit des essais, on va dire comme des manuels, mais c'était pas vraiment des manuels. Non, c'était vraiment le format d'essai se prête bien, ou en tout cas ayant une portée, comme ils disent, un discours scientifique, donc avec des argumentaires. On n'était pas sur du roman ou sur de la poésie. En tout cas, je parle surtout de mes études qui se sont déroulées après la prépa, mais pendant la prépa, ça restait quand même ouvert. Il y avait de la poésie, du théâtre, des traités philosophiques aussi, des romans. Mais il y avait quand même ce côté, il fallait analyser ce que je lisais, et je ne pouvais pas me laisser un peu porter à la rêverie, ou alors ça supposait plusieurs lectures, et vu que le temps manquait. Donc, tout ça pour dire que ma relation à la lecture, elle a oscillé entre je dois être performante dans ma lecture et j'ai envie de m'échapper du réel, on va dire, ou le questionner et du coup prendre plaisir, choisir moi-même l'ouvrage. Et donc, j'en viens à la réponse plus précise de le choix des lectures. En fait, ça va osciller entre, des fois, je vais lire des ouvrages qui vont m'aider dans mon métier, dans ma curiosité que je peux porter sur mon métier. Donc, on sera sur des ouvrages techniques. Et d'autres moments où ça va être mon échappatoire à la lecture. Et à ce moment-là, depuis quelques années, j'ai ouvert ma curiosité sur le champ de la science-fiction, avec un auteur notamment que j'ai découvert, pour ne pas nommer, Alain Damasio. Et je trouve que c'est fascinant de pouvoir découvrir aussi des nouveaux genres littéraires, notamment la science-fiction. C'est un très très bon moyen pour critiquer et analyser, on va dire, les phénomènes sociétaux. Et là, je peux peut-être amorcer les prochaines questions qui vont arriver dans le podcast, mais je suis également une grande adepte de la bande dessinée, dans laquelle je vois de la littérature, bien évidemment. Et donc, la bande dessinée est aussi un moyen après le travail, plutôt que de passer, on va dire, un mois sur un gros roman, je vais me prendre quelques soirées et la bande dessinée sera un peu mon feuilleton à moi, où j'aurai à la fois le dessin et le texte pour découvrir des nouveaux sujets, parce que c'est très large aussi, le monde de la bande dessinée, voilà. Il y a même des reprises, des adaptations de romans, voilà. Donc mes choix sont soit sur le format, donc bande dessinée ou roman, format livre de poche, on va dire, ou beau livre aussi, ça arrive. Et donc ça, c'est le premier prisme, le format. Et ensuite, le fond, ça va plus être entre des moments de plaisir ou des moments d'approfondissement de la connaissance. Enfin, j'apprends dans tous les cas, mais en tout cas, connaissance portée sur mon métier et sur mes hobbies, on va dire. Mais voilà, les sujets qui me stimulent personnellement. Donc, tu continues à lire beaucoup quand même, hein? Je pourrais pas m'en passer. Non, je vais même être honnête, je passe tellement de temps sur les écrans d'ordinateur que c'est une vraie pause visuelle aussi pour moi que de repasser sur les livres. Alors, pour rentrer dans tes études, donc, comme tu l'as dit, tu as fait une prépa littéraire, donc Hippocagne et Cagne à Bordeaux. Oui. Puis tu as fait une licence de géographie aménagement à Rennes 2. Ensuite, un master d'urbanisme et aménagement à l'école d'urbanisme de Paris. Et puis, un master d'architecture à Lille. Et tu as eu le prix du mémoire des écoles d'architecture de France en 2019. C'est bien ça? C'est ça. Oui, ça fait un parcours à citer, oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton parcours? Et puis, j'aimerais que tu nous dises aussi, dans le cours de tes études, et notamment de tes études littéraires, quels sont les cours qui t'ont marqué et pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter dans ton travail, d'une part, et dans ta vie perso, d'autre part? Oui, alors je n'irai pas dans le détail parce que comme vous l'avez dit, j'ai un parcours assez long. Je dirais pas laborieux, je dirais long, tout simplement parce que sortie de bac, je ne savais pas spécialement ce que je voulais faire précisément. À l'époque, je savais que les disciplines littéraires m'attiraient plus que je ne me voyais pas, après un bac scientifique, faire une prépa scientifique en fait. Donc, le contexte de l'époque a fait que je pouvais m'orienter sur une prépa littéraire.
L'inverse aurait été plus compliqué avec un bac littéraire. Alors aujourd'hui, ça a changé avec la réforme, mais en tout cas, de mon temps, avec un bac littéraire, il était quasiment impossible, je pense, d'intégrer une prépa scientifique, par exemple. En tout cas, le parcours, il s'est dessiné parce que dès le début, j'avais une attirance pour, on va dire, la connaissance du monde. Enfin, ça paraît un peu mégalomane comme ça, mais quand je dis le monde, c'est plus la connaissance de la Terre et de ce qu'on appelle le coumen, hein, comment les hommes se saisissent du vivant, de la nature, de l'espace pour vivre et pour évoluer en société. C'est vrai qu'en classe prépa, on reste assez pluridisciplinaire, donc il y avait plein de possibilités de découvrir des réflexions, que ce soit portées par la littérature, et donc ça s'appelait les lettres, on avait un cours de lettres, mais aussi en philo, aussi les langues vivantes, mine de rien, on faisait aussi de la civilisation en langue vivante, ça c'était très riche aussi de connaissances. Mais voilà, c'est vraiment en classe prépa que j'ai découvert la géographie. De manière générale, au lycée, et de l'expérience et des retours d'expérience que j'ai pu avoir, la géographie, c'est une discipline qui est très peu mise en avant en fait, jusqu'au bac. Souvent, les enseignants, donc déjà, ils ont les deux champs disciplinaires, histoire et géographie, mais 80% des enseignants sont formés historiens et non géographes. Donc, il y a moins de géographes que d'historiens, en fait, dans le corps enseignant. Et c'est finalement vraiment en classe prépa où on avait les deux disciplines dissociées, avec un enseignant référent pour l'histoire et un enseignant référent pour la géographie, que j'ai vraiment découvert l'immensité en fait qu'ouvrait cette discipline de la géographie. Vu que j'aimais bien, c'est vrai qu'il faut peut-être que je le précise, donc c'est un bac scientifique, option sciences et vie de la Terre. Sciences et vie de la Terre, il y avait déjà aussi un lien avec la connaissance de la Terre, alors avec une approche scientifique, mais voilà, je le complétais avec l'histoire géo au bac, on va dire. Mais c'est vrai qu'en prépa, bon, je n'avais plus la science et la vie de la Terre, mais je retrouvais en tout cas notamment la géologie, après, bon, la géographie, ça se déploie dans plein de sous-champs, on va dire, disciplinaires, avec un bloc plutôt social, donc on appelle ça la géographie sociale, la géographie économique aussi, il y a, enfin, en fait la géoéconomie, la géographie sociale, plus les champs un peu plus scientifiques, où là on va avoir donc la géologie, la géomorphologie, la géophysique. En fait, le mot géo, qui est donc géos, qui est la terre, peut se déployer dans plein de sous-champs disciplinaires. Et tout ça réuni forme la géographie, l'écriture de la terre. C'est vraiment en prépa que j'ai pris conscience de l'étendue en fait de tous les possibles à travers cette discipline et qui finalement a été une discipline pluridisciplinaire presque en fait au sein même de cette discipline. Et ça, j'ai été marquée profondément aussi par les enseignants qui ont porté cette discipline. En Hippocane, ça restait généraliste, il y avait des thématiques. En Cagne, on nous préparait quand même au concours de l'ENS, donc École normale supérieure. Donc là, moi, je candidatais pour l'ENS Lyon, donc qui est très porté sur les sciences sociales, beaucoup plus que Ulm à Paris, qui est plus porté vraiment sur les belles lettres et enfin, sans abus de langage, je dirais plus littéraire, encore plus littéraire que Lyon. Mais où il y avait le latin notamment qui était imposé dans les épreuves. Là, à Lyon, on n'avait pas le latin. Pareil, j'avais qu'une langue vivante aussi au concours. À Paris, je crois qu'il y a 2 langues vivantes, il me semble, sauf si réforme depuis, si je me trompe. Mais en tout cas, alors du coup, j'avais il y a 12 ans maintenant, 12-13 ans que j'étais en prépa. Mais tout ça pour dire qu'à l'épreuve de l'ENS, on avait une épreuve notamment de cartographie. Et ça, on nous préparait du coup en Cagne, en deuxième année, donc à cette épreuve-là. C'est ce qu'on appelait la spécialité géographie. Et l'enseignant, toutes les semaines, nous amenait une carte. Et l'enseignement s'appuyait sur ça, en fait, sur l'analyse socio-spatiale, physique aussi, à partir seulement d'un outil qui était la carte. Et donc, c'était la carte au 1/25 millième IGN, production IGN. Donc, pourquoi je précise ça, c'est que c'est une échelle où on peut lire toutes les courbes de niveau, où on peut lire le tissu urbain à l'échelle du bâtiment près, matérialisé par des petites poches noires. Enfin, ça a une lecture plutôt fine, quand même, mais ça reste quand même un cadrage voilà, élargi. C'est ce qu'on appelle les cartes topographiques, même, pour être plus précis, en fait.
Et ça, pour moi, c'était une vraie découverte. Depuis toute petite, je partais en vacances de temps en temps avec mes parents et c'était plus une habitude à faire de la randonnée et à arpenter le terrain, on va dire, à pied, pas forcément dans des formes, pas forcément en voiture. Enfin, on se déplace en voiture des fois, mais c'est vrai que j'ai une habitude d'avoir fait beaucoup de randonnées et on partait toujours avec la carte topographique. Donc ça relevait un peu de ma Madeleine de Proust, la carte, pour le coup. Ensuite, le parcours universitaire, il s'est fait de manière de la grande échelle jusqu'à la petite échelle, en fait, pour réduire un peu l'explication du pourquoi, du comment j'en suis arrivée aux études d'architecture. Ça, c'est clairement lié au fait que j'avais envie de... Au début, vu que je ne savais pas trop ce que je voulais faire après le bac, je me laissais la possibilité de continuer mes études dans un domaine pluridisciplinaire. Là où, d'ailleurs, j'ai bien fait parce que à la base, je n'étais pas du tout inscrite en géo. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais inscrite en anglais quand j'étais en classe prépa. Mais il y a eu un décalage énorme entre mes résultats au bac et mes résultats en classe prépa. J'ai découvert notamment la version et l'essai, qui étaient 2 exercices en langue vivante où vraiment j'étais mauvaise. Je n'avais pas les logiques, j'avais pas, ce qui est quand même une forme de rigueur scientifique là-dedans, mine de rien. Et je ne les avais pas spécialement. Et donc, très vite, les profs m'ont réorientée sur une discipline où j'ai excellé dès le début, et donc c'était la géographie. Mais c'est vrai que c'est ces anecdotes de parcours aussi qui expliquent un peu le parcours. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, mais d'une manière générale, les cours qui m'ont marqué vont être les cours qui ont expliqué un peu la suite de mon parcours universitaire. Donc, en prépa, c'était quand même principalement la géographie. Mais après, donc, j'ai décidé n'ayant pas eu l'ENS, n'ayant pas été admise à l'ENS, le débouché classique, ça restait quand même l'université. Alors, pourquoi Rennes 2? C'est qu'à l'époque, j'avais eu des échos de certains enseignants, notamment Guy Baudel, qui est un chercheur en géographie, et j'étais fascinée par son travail et je savais qu'il était à Rennes 2. Voilà, c'est typiquement pour des enseignants que j'ai aussi choisi mes écoles parce que bon, l'école, ça reste un temps d'échange et un temps de rencontre avec d'autres étudiants, mais aussi et avant tout aussi des enseignants en fait. Donc Rennes 2, ça a été une année où vraiment là, j'ai déployé la géographie dans toutes ces disciplines, poussée un peu à l'extrême puisque c'était voilà, toute ma semaine, j'avais plus finalement les disciplines comme de la philo, alors même si on pouvait en avoir en fait, on sollicitait un peu des théories philosophiques plutôt dans tout ce qui est géographie sociale et même économique. On pouvait faire appel à des concepts et des théories, mais j'avais plus de philo à proprement parler. La littérature, bon, bah, j'en avais, mais c'était plus la littérature au service d'eux, en fait. Et donc, ça s'est quand même bien spécialisé à ce moment-là. Mais ça restait, voilà, à ce moment-là, j'avais un peu l'utopie de travailler chez IGN et d'être cartographe. C'était un peu mon objectif. Et voilà, en fait, j'avais aussi, enfin, peut-être que ça, je ne l'ai peut-être pas précisé auparavant, mais j'ai changé de ville donc à chaque fois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me tenait à cœur malgré moi, c'est-à-dire que j'avais aussi envie de découvrir bah voilà, la France d'une manière générale. Et j'étais quand même à ce moment-là aussi, ayant grandi dans la campagne, attirée par la ville et même la très grosse ville, puisqu'à un moment, j'ai donc fait mon école d'urbanisme à Paris, qui s'appelait à l'époque Institut d'urbanisme de Paris. Ce que je retiens en fait des enseignements qui ont pu me marquer, des cours, comme la question de préciser, en fait, alors déjà, c'est plus des rencontres qui m'ont marqué. Ça dépassait, on va dire, le champ disciplinaire. C'est plus qui portait le discours derrière ces champs disciplinaires. Et c'est vrai que, par exemple, en prépa, j'ai découvert la géographie. Et en licence de géographie, j'ai découvert l'urbanisme. Et à chaque fois, ça a été des rencontres avec des disciplines qui ont aiguisé ma curiosité d'un coup, parce que c'était des nouveautés. À aucun moment donné, au lycée, j'avais conscience qu'un métier comme urbaniste existait. Vraiment, hein, Et même en prépa, on parlait de la géographie urbaine, mais le métier d'urbaniste, par exemple, je n'en avais pas conscience de son existence. Et donc, voilà, les cours qui m'ont marqué sont associés à des enseignants et ces enseignants, à travers leur pratique d'enseignant, m'ont fait découvrir au fur et à mesure en fait, des nouveaux champs disciplinaires. Et ce qui aussi, je peux rajouter à cela, c'est
Le bac, c'était très général. La prépa, pour moi, ça restait très général, même si on se spécialisait, mais c'était pour moi une amorce du vraiment choix de spécialisation post-prépa. Sans dire que c'était un deuxième bac, mais ça faisait un peu ça, moi, dans mon imaginaire, quand même, la classe prépa. Un deuxième bac où il fallait envoyer le meilleur de soi-même, clairement. C'était quand même la mise en concurrence qui était là. Mais voilà, c'est qu'après la prépa où je me suis rendu compte que j'étais trop dans le généraliste, trop dans l'abstrait, et j'avais besoin d'aller vers des choses plus concrètes. J'avais pas fait de stage non plus à ce moment-là, donc ça restait que du théorique. Et l'urbanisme, ça a été un moment où je me suis dit, on resserre le champ d'études. L'idée de devenir cartographe, puisque c'est aussi ça qui me poussait vers la géographie, très vite, alors, on m'a aussi un peu mis des bâtons dans les roues, c'est-à-dire, enfin, c'est pas qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, mais il y avait un discours qui était porté, oui, c'est très élitiste la cartographie, il y a très peu de gens qui y arrivent, et puis ça reste un milieu très masculin. Bon, ça, c'est pas la première fois qu'on me l'a dit dans le cours de mes études, et ça me suit encore aujourd'hui avec mon métier. Peut-être un sujet à part, le fait d'être femme dans des métiers qui originellement étaient plutôt masculins, mais en tout cas, voilà, c'est des choses en tout cas qui marquent pour le coup la vie personnelle aussi, la vie professionnelle, enfin, des discours qui peuvent être portés par de la culture, et une culture de l'enseignement et une culture universitaire d'une manière générale. Ce que je peux préciser, c'est qu'en géographie, j'ai eu aussi les premiers enseignants qui m'ont soufflé, suggéré l'idée d'aller vers la recherche. Ça, c'est un truc, parce que venant de prépa, j'avais une écriture assez juste, assez fluide, agréable à lire. Et puis, j'arrivais à jongler, on va dire, avec les connaissances théoriques et un peu l'analyse critique et le recul que je pouvais avoir par ma petite expérience de la vie de tous les jours. Mais j'avais en tout cas les facultés et peut-être les compétences à pouvoir jouer avec les mots et porter un discours. En fait, c'était surtout ça. C'est pas pour autant que j'y suis allée vers un master recherche, parce qu'en fait, l'enjeu de Rennes 2, c'était de choisir son master. Et puisque le socle de la licence restait aussi quand même généraliste, certes, c'était spécialisé en géographie, mais en master, on se spécialisait au sein même de la discipline. Donc, soit on allait vers des masters d'enseignement, des masters recherche, enfin, les deux pouvant être libres, recherche et enseignement. Soit après, on était plus dans ce qu'ils appelaient de l'opérationnel, donc vraiment de l'aménagement pur et dur. Et cette logique de l'aménagement, on pouvait la déployer à des échelles plus ou moins fines. Donc, ça allait être bosser par exemple pour la DATAR, qui est une institution nationale qui s'occupe de l'aménagement à l'échelle du territoire, donc à l'échelle de la France. Donc voilà, il y a des chercheurs qui travaillent, chercheurs et en même temps des hommes de terrain qui voilà, œuvrent pour une réflexion à l'échelle nationale. Donc ça, clairement, moi, ça me paraissait beaucoup trop abstrait. Mais ça allait jusqu'à l'urbanisme, en fait. L'urbanisme, où là, ça allait plus être l'échelle du quartier, l'échelle de l'îlot, voire de la ville dans les plus grands cas. Et métropole, si on s'en tient au découpage administratif fait par les politiques. Est-ce que tu veux nous détailler un petit peu cette expérience-là? Je crois que tu as travaillé comme architecte urbaniste en collectif à Nantes. Donc là encore, on a changé de ville. Voilà, là, c'était sur un projet d'aménagement participatif. Et ensuite, en tant qu'architecte en agence à Limoges. Donc, je voulais savoir si tu veux bien nous raconter un petit peu ces deux expériences-là, qui ont été deux expériences différentes, j'imagine. Et est-ce que tu veux bien préciser pour chacun de ces cadres quelles sont les activités effectuées et comment se déroule une journée type, et puis avec quelles personnes tu travaillais régulièrement et surtout quelles compétences tu as dû mettre en œuvre en termes d'une part de savoir-faire et d'autre part de savoir-être. Vaste question. Ouais, vaste question. Bon, alors déjà, c'était vraiment deux expériences qui sont arrivées après mon diplôme. Donc, pareil, en termes de maturité du métier, j'étais un bébé aussi. Le premier point que je peux dire, c'était donc des contextes géographiques différents, certes, mais c'était surtout que c'était des structurations complètement différentes. Dans un cas, c'était un collectif, dans un autre, c'était une agence traditionnelle avec plutôt une organisation pyramidale. Ma première expérience, c'était le collectif à Nantes. Là, bon, il n'y avait pas de hiérarchie, on était tous au même niveau, peu importe d'ailleurs l'expérience dans le métier. Aussi, on n'était pas tous architectes dans le collectif, chose qui est très importante de souligner, parce que mine de rien, même si j'ai été vers, progressivement de la géographie vers l'architecture,
ça restait tout le temps pour moi des disciplines ouvertes au dialogue et surtout au pluridisciplinaire. Là, c'est quand même quelque chose, je peux le dire, qui m'attire. Je me sentirais attristée de ne... En fait, c'est pas que je veux pas me spécialiser, mais en tout cas, je voulais vraiment être dans une possibilité, un peu une boîte de Pandore qu'on ouvre à l'infini. Mais en même temps, il y a des moments où je vais m'arrêter sur des sujets qui vont vraiment m'attirer et que je vais approfondir. Le collectif, c'était voilà, des architectes, des sociologues, des urbanistes, il y avait même des techniciens du bâtiment, il y avait des habitants qui n'avaient peut-être aussi, qui n'avaient pas de rapport forcément et de relation immédiate avec les disciplines. Ils étaient là en tant qu'usagers du coup. Voilà, ça, c'était quelque chose qui me plaisait énormément aussi, parce qu'une fois de plus, j'étais confrontée à l'autre, aux différents, et à d'autres manières de penser, avec d'autres cultures. Et c'est quelque chose qui me stimule encore aujourd'hui. Voilà, ça, c'est vraiment un fil conducteur, en tout cas, dans mon parcours, qu'il soit universitaire ou professionnel. À Nantes, il y avait, vraiment pour répondre de manière précise et claire, il n'y avait pas de journée type. C'était des missions, on enchaînait les missions les unes après les autres. Alors, des fois, on avait des missions concomitantes, mais ça restait quand même des missions qui dictaient des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières d'exercer le métier. Et vu que c'était un collectif, ben, c'était en permanence en questionnement, je veux dire. Il y avait une organisation qui pouvait paraître peut-être journée type, dans le sens où on avait des réunions, on avait des sorties de terrain, mais dans tous les cas, je n'avais pas de telle heure à telle heure, c'est le briefing, de telle heure à telle heure, c'est on bosse sur mon ordi et sur les ordinateurs et à telle heure on va manger. J'ai jamais eu ça en fait. Et clairement, ça m'allait très bien aussi de ne pas trop savoir de quoi allait être fait mon lendemain. En fait, ce qui était aussi riche et ce qui me plaisait dans ce collectif, c'est que en termes d'éthique, ça répondait un peu au plus juste de la perception que je peux avoir du métier d'architecte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'architecte, il n'est pas tout seul derrière sa planche à dessin à concevoir le nouveau cadre de vie des habitants. Ça me paraît très, pas condescendant, mais alors, c'est sûr qu'il y a ce rôle de sachant, mais là, ce qui était plaisant, c'est qu'on était avec des habitants et que les habitants, en fait, bah, ils le vivent au quotidien, leur espace, leur territoire. Et c'est vrai que le fait d'être les premiers usagers, bah, moi, je trouvais ça très pertinent d'avoir leur valeur d'usage dans le discours et ça nourrissait clairement nos réflexions. Il y avait un volet social qui était non négligeable dans ce collectif. C'était pas juste faire de l'architecture, de la conception ou de l'urbanisme, c'est-à-dire planifier des aménagements à grande échelle. Tout était un peu imbriqué. Et finalement, certes, c'était architecte-urbanisme dans le sens où ça intervenait sur de l'urbain, mais j'étais pas dans de la planification urbaine. C'était plus de l'aménagement à petite échelle urbaine. On appelle ça dans ce cas précis, ça s'appelait plus de la scénographie urbaine. Donc, ça consiste à créer le futur mobilier de l'espace public, des parcours avec de la signalétique, des types de revêtements et des petites architectures. Donc, les petites architectures, ça va être des kiosques pour accueillir, par exemple, des événements, festifs ou non d'ailleurs, mais on va dire des événements publics. Voilà, ça restait en fait à la croisée de l'urbain où tout le monde se croise et la ville est faite d'un tout complexe, on va dire, et l'architecture de manière très pragmatique. On est sur un site précis, une échelle précise et voilà, il faut œuvrer tous ensemble, on va dire, dans une direction commune. Pour Limoges, cette deuxième expérience, alors pourquoi j'ai quitté le collectif? Bon, c'est que c'était un rythme aussi très lourd, on ne comptait pas ses heures, c'était une structuration en association du coup, loi 1901, donc énormément de bénévolat. Il y a un moment donné, moi, le collectif a pris trop de place en termes de lourdeur administrative et de logique organisationnelle, parce qu'on avait des conseils d'administration, des réunions des fois aussi, mais ça, c'était en dehors du temps de travail. Donc, il y avait des salariés quand même dans cette association, dont moi, du coup. C'était un peu trop lourd pour moi, et finalement, moi qui aime aussi faire plein de choses à côté de mon travail, mon temps de travail, ben, je me suis retrouvée un peu étouffée par ce dispositif. J'avais aussi le souhait de revenir un peu dans ma région natale, qui est la Dordogne. Bon, à ce moment-là, j'ai prospecté. J'ai eu l'occasion donc d'atterrir à Limoges pour le travail.
Et là, comme je le disais au début, c'était vraiment une agence beaucoup plus traditionnelle, classique, on va dire, dans le format, avec un chef d'agence qui est donc l'architecte en chef qui va poser la signature. Et ensuite des chefs de projet, et ensuite des chargés de projet, et ensuite voilà, on va dire chargés de mission. Enfin, c'était très pyramidal dans l'organisation. Bon, bien sûr, moi j'arrivais en tant que jeune diplômée, donc j'étais pas en haut de la pyramide, très clairement. Et du coup, bah là, la journée type, il y en avait là des journées type pour le coup. C'est vrai que je dis souvent, j'étais un petit pion de l'échiquier, mais donc j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. Contrairement à Nantes, où j'avais beaucoup de manœuvres, dans le sens où je pouvais vraiment exprimer mes idées sans pour autant qu'on me dise oui, mais c'est pas toi qui décides. Voilà. Dans tous les cas, on décidait à plusieurs, mais c'est vrai qu'à Limoges, il y avait ce côté j'exécute pour des décideurs en fait. Et c'était pas forcément quelque chose dans lequel je me retrouvais aussi. Là, en plus, j'étais vraiment à un poste d'architecte pur et dur, avec comme mission d'exécuter graphiquement des plans, donc tous les types de documents techniques qu'on peut avoir pour exprimer l'architecture, mais les idées, les concepts, et donc la conception, c'était plutôt les patrons qui l'a pensé. Après, il y avait une lourdeur aussi administrative. Alors, pas pareil que le collectif. Là, c'était plus dans constituer des documents et des dossiers administratifs pour des dépôts de permis de construire, pour des, on va dire, projets qui étaient sous la réglementation 2. Et donc ça, bon, c'est vrai que ça aussi, ça avait un côté très, oui, très administratif et donc très répétitif. Pour être honnête, il fallait remplir des cases. Bon, voilà, c'était une équipe assez homogène aussi. Il y avait, contrairement au collectif, on était principalement tous architectes, à 2 exceptions près, où il y avait une architecte paysagiste et une architecte d'intérieur. Mais ça restait quand même très porté sur ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, donc la construction, le chantier, et finalement pas tant de participatifs, pas tant de projets urbains. Voilà, en plus, le lieu de travail, à Nantes, on était dans plusieurs lieux. À Limoges, c'était une agence avec un open space, des ordinateurs posés les uns à côté des autres, tous en vis-à-vis, on se voyait tous travailler. Enfin, c'était complètement différent. Donc ça, c'est plutôt pour répondre sur comment c'était l'univers des... Alors après, vraiment, comme toujours, aucun regret des 2 expériences, hein. Ça me permet de voir différentes manières de faire évoluer le métier et de l'expérience, tout simplement. En plus, ça a sollicité des compétences différentes aussi entre l'expérience à Nantes et l'expérience à Limoges pour suivre sur la question des compétences et le savoir-faire et le savoir-être, si je me souviens bien. Bon, pour ce qui est déjà en introduction à ça, je dirais que l'architecture, pour parler de mon dernier cursus, historiquement, ça vient des beaux-arts. Il n'y avait pas d'école d'architecture jusqu'au XXe siècle, en fait, même deuxième partie du XXe siècle. En fait, c'est en 1977 où il y a eu la loi sur l'architecture que ça a vraiment fait basculer les beaux-arts, où l'architecture s'est émancipée des beaux-arts et il y avait ce qu'on appelait des unités pédagogiques au début. Ça, c'était dans les années 70. Mais il y avait quand même voilà, cet héritage des beaux-arts. Qu'est-ce que ça voulait dire être architecte à l'époque? Ça voulait dire donc avoir le sens de l'esthétique, le sens de l'art en général et l'usage de l'art pour représenter. Et on parlait d'ouvrage d'art en fait. Comme on parle d'une peinture, on parlerait d'un bâtiment. Il y a d'ailleurs tout un langage, tout un vocabulaire et une sémantique qui se retrouve dans l'analyse, on va dire, architecturale. On pourrait analyser un tableau quand on analyse un bâtiment. Est-ce qu'on peut faire justement un parallèle entre la littérature et l'architecture? Puisqu'en fait, oui, c'est ça, on parle d'un langage de l'architecture. Dans quelle mesure, ou plutôt de quelle façon est-ce qu'on peut faire un parallèle entre littérature et architecture? Alors moi, je pense que c'est vrai que la littérature, sans trop la restreindre, mais effectivement, il y a la question du langage et de l'écriture. Pour moi, il y a aussi avant tout l'acte créateur, en fait. Que ce soit dans l'écriture, à un moment, il y a une page blanche et on va écrire quelque chose qui dépasse juste l'esthétique de l'écriture, c'est-à-dire le côté graphique de l'écriture. Il y a une portée. Dans l'architecture, on le retrouve clairement. Il y a un moment donné, on voit qu'il y a de la pierre, on voit qu'il y a des matériaux, on voit qu'il y a une forme géométrique. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi, ça va au-delà de ça, en fait. Et c'est en ce sens-là que je trouve qu'il y a un côté très, peut-être littéraire, et du coup, une analogie très pertinente.
c'est que qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire, en fait, l'architecture. Et une histoire, ça peut être lié au patrimoine, donc à l'héritage du lieu, l'héritage du bâtiment, s'il y a déjà des bâtiments sur place. Mais il y a aussi le en devenir. Qu'est-ce qu'on y fait? Qui vient là? Et comment ça vit? Moi, je me dis souvent, l'architecture, c'est pas juste des bâtiments posés sur un sol. Elle commence là où la vie a lieu, en fait. Et d'ailleurs, il y a les humains qui sont des architectes, mais il n'y a pas que les humains. Les animaux, c'est fascinant. La nature elle-même fait sa propre architecture. En tout cas, pour l'analogie avec la littérature, pour moi, il y a aussi cette ouverture d'esprit que je retrouve dans la littérature, qui pose des réflexions sur le déjà là, mais qui ouvre le champ des possibles et l'imaginaire. Et j'ai totalement ça dans l'architecture aussi, en fait. C'est le langage à la place des mots, ça va être des matériaux, ça va être des lumières, ça va être oui, une manière d'écrire avec de la matière. Et d'écrire avec. On n'est jamais seul. Là où peut-être, mais je pense qu'on n'est pas seul non plus quand on est écrivain en fait, mais on est peut-être seul face à sa page blanche comme on est des fois seul face à sa planche à dessin. En fait, il n'y a pas grand-chose qui diffère d'ailleurs. Et on utilise énormément les mots pour décrire. Moi, je passe beaucoup de temps à faire des documents, par exemple, qui sont des pièces descriptives. Ça s'appelle vraiment comme ça, des pièces descriptives. Donc, on fait de la description. Et forcément, de la description, ça utilise un langage, ça utilise un vocabulaire et vraiment en fait c'est tous les jours qu'il y a de la littérature pour moi dans l'architecture, que ce soit par le dialogue, on communique sur ça, mais que ce soit par aussi la production de documents qui en gros statuent les activités qu'on peut faire au sein d'une agence, d'un collectif, peu importe en fait, en tant qu'architecte plus globalement. Et il y a aussi, je pense, l'expérience personnelle, l'ouverture à l'imaginaire. Pour moi, il y a de la poésie en fait d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'architectes qui ne sont pas simplement architectes, qui peuvent être peintres, qui peuvent être poètes. Il y a des architectes qui écrivent de la poésie. Et d'ailleurs, on peut aussi exprimer une idée, un concept. On va dire architectural, ce que j'appelle concept, ça peut paraître abstrait, mais en gros, c'est l'idée créatrice. C'est, là, on peut avoir un programme, par exemple, ça peut être très cadré. Il y a une école, on doit nous demander de construire ou de concevoir la future école du village. On peut se dire que c'est limité parce qu'on a le programme. Mais en fait, l'idée créatrice, le concept, ça va souvent, et je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais c'est souvent le lieu, ce qu'on appelle le génie du lieu, le genius loci, qui va donner cette idée créatrice. Mais du coup, ça suppose et ça, j'aborde des compétences en disant ça en même temps, ça suppose un sens critique de l'observation, analytique, parce qu'il faut comprendre comment l'espace qui est déjà là est organisé et comment on peut venir écrire comme une forme de palimpseste, écrire sur le déjà là, en fait, sans pour autant forcément écraser ce qui est là et faire la table rase. C'est vrai qu'on pourrait parler des heures en fait d'architecture parce qu'il y a tellement de manières d'aborder l'architecture. Moi, venant de la géographie, ça me paraît évident que le lieu dans lequel je dois imaginer le futur, c'est forcément ce que j'appelle moi ma véritable page blanche. Et blanche en même temps, pas le blanc où il n'y a rien dedans. C'est le blanc qui est lumineux et qui renvoie plein de lumière et plein d'éléments de patrimoine social, architectural, paysager. Enfin, voilà, c'est de manière un peu simplifiée, je pense que je dirais ça en fait. Voilà, une des plus grosses compétences, c'est de savoir observer et écouter aussi, parce que ça passe par le sonore aussi, l'environnement en fait. De manière plus pratique, il y a d'autres compétences. C'est vrai que venant des lettres, quand on me demandait de calculer la résistance des matériaux, de faire une estimation globale du coût financier que peut représenter l'ouvrage, de faire un schéma statique. Là, je dis des mots vulgaires un peu de manière exprès. C'est qu'en fait, il y avait un monde entre étudier Aragon en classe prépa et dessiner un plan de structure et un plan électricité. Ça paraît limite, ça relève presque de l'impossible, mais en fait, bon, j'y voyais même de la poésie dans les plans, enfin, j'y vois toujours de la poésie dans les plans électricité, parce que derrière le plan électricité, il y a une mise en lumière, en fait, et donc forcément, c'est dialogué pour moi avec le clair-obscur. Bon, je retrouve beaucoup aussi de langage lié à la peinture, et c'est pas pour rien que l'architecture vient des beaux-arts.
Mais voilà, c'est cette complexité du métier qui est à la croisée des techniques et des arts, en fait. Et finalement, c'est aussi ce qui fait sa richesse. En France, en tout cas, on a conservé, je trouve, alors ça diffère d'une école à l'autre, chaque école a un peu sa perception, parce que la discipline fait couler beaucoup d'encre, hein. Le métier d'architecte évolue en permanence dans la mesure où la société évolue en permanence, donc forcément, on est en permanence obligé de se renouveler et de s'adapter aux nouveaux phénomènes sociétaux, sans pour autant dire qu'on est d'accord, hein, mais c'est aussi un métier très politique. Mais voilà, d'une manière générale, je pense qu'il ne faut pas résumer l'architecte à juste celui qui dessine des plans, en fait. En tout cas, ça, c'est une évidence. Et donc, oui. Oui, et je voulais dire, toi, ta spécificité, pour continuer un petit peu à dérouler ton parcours, c'est que tu es architecte illustratrice, donc en freelance, sous le nom de Gribouillis Bohème. Et parallèlement, tu travailles en tant qu'architecte, donc diplômé d'État, sur un projet d'architecture écologique au sein d'une ferme. Oui, alors chronologiquement, c'est vrai que j'ai eu depuis 2 ans lancé ma petite entreprise d'illustration. Ça arrivait dans un contexte de Covid. Et puis, comme je l'ai dit, mon expérience à Limoges, elle était, pour moi, elle m'a trop contrainte dans l'envie que j'avais de faire du métier d'architecte. Bon, j'ai eu de la chance d'avoir un réseau professionnel lié aux écoles par lesquelles je suis passée qui m'ont donné des missions très rapidement. Et de ces missions-là, c'est le réseau qui s'est déployé. Ça a fait, on va dire, l'effet arborescent du réseau. Et j'en vis depuis 2 ans. Alors, c'est quand même très spécifique. Je ne suis pas illustratrice de littérature de jeunesse. C'est quand même au service de l'architecture et de l'urbanisme. Comme je l'ai dit au tout début, j'ai un goût pour la bande dessinée. Pourquoi la bande dessinée aussi d'ailleurs? Parce que en école d'architecture notamment, ça me fait penser à une petite anecdote, on nous enseigne ce qu'ils appellent le storyboard, donc la bande dessinée en anglais. Et le storyboard, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que ce n'est pas un état figé de ce qu'on peut montrer à voir. À un moment donné, concevoir un espace, forcément, il évolue dans le temps, il évolue selon les saisons, il évolue selon l'usage qu'on peut en faire. Et le fait qu'il y ait de la vie dans ce lieu, forcément, il est en perpétuel mouvement. Donc, le storyboard a cette richesse de montrer pas un état figé, mais une dynamique plutôt. Et la bande dessinée le fait très, très bien. Il y a d'ailleurs beaucoup d'architectes, et je vais citer un exemple assez connu, c'est Peter C. Schouten, donc ils sont belges, et ils ont la série, c'est une série de bande dessinée qui s'appelle Les Cités Obscures. Ils ont même fait un guide des cités obscures. Et en fait, ce qui est fascinant dans leur travail, c'est là que je trouve qu'il y a un lien évident entre la bande dessinée, enfin, en tout cas le dessin et l'architecture. Déjà, il y en a un des deux qui est architecte, qui n'est pas auteur de bande dessinée initialement, et l'autre qui est scénariste, et ils se complètent à deux du coup. Et en fait, ils ont... j'ai toujours cette image de boîte de Pandore qui me revient, mais observer l'architecture, ça ouvre à l'imaginaire, comme je le disais tout à l'heure en faisant la comparaison avec la littérature, et ça fait écrire, ça fait rêver. Qui n'a pas rêvé d'imaginer sa propre ville, sa propre maison, son propre jardin, son propre lieu de vie, sa chambre tout simplement. Enfin, c'est une question d'échelle après. Tout le monde rêve un peu des lieux dans lesquels on peut vivre en fait. Et la littérature le traduit très bien quand on lit. C'est vrai que je suis désolée, ça revient sur la question d'avant, mais en fait, elle est tellement pertinente, cette question, je trouve. Et moi, je parle souvent de poésie aussi. La poésie, c'est pour moi aussi le chant de l'émotion. Et il y a un peu retrouvé, en fait, une pierre, elle n'est pas froide ou poreuse ou rugueuse, c'est de la matière vivante. Alors, il y a le côté minéral, c'est vrai que là, s'il y a des spécialistes qui nous écoutent, ça peut peut-être leur hérisser les oreilles. Mais pour moi, elle est vivante dans le sens où elle évolue avec le temps, elle réagit au climat, elle réagit à l'humidité. Et finalement, voir une pierre, c'est pas voir juste un élément d'assemblage, c'est aussi... Donc, tout ça pour dire, c'est pas déconnecté en fait d'arriver dans l'illustration. Déjà, la représentation graphique, c'est un outil qui est essentiel dans le métier. On ne peut pas imaginer des espaces le lendemain sans images. Même s'il y a le contre-pied de tout ça, et des fois, il y a des architectes parce que justement, on est dans un monde où la communication va très vite, où le visuel prend
prend le dessus sur tout. Et il y a des fois des concours, parce qu'on est quand même un métier soumis à la concurrence, il y a des concours où c'est vendu et gagné que sur image. Donc, et les images, elles ont quand même un poids limitant dans ce que ça peut vraiment être, l'architecture. Et faire une image, c'est très restreindre, en tout cas, c'est restreindre l'architecture pour moi. C'est pas juste de l'image, l'architecture. C'est une émotion, c'est une expérience. Mais voilà, comme je le dis, ça fait partie du métier. On ne peut pas s'imaginer, surtout les non-sachants, c'est compliqué. Juste avec un texte, on pourrait raconter un lieu, mais ça supposerait déjà connaître le vocabulaire. Souvent, on dit une image résume un long discours, mais c'est vrai, en fait, on le voit par l'expérience. Les clients, quand on leur gribouille un bout de bâtiment sur un bout de papier, de suite, ah oui, d'accord, je comprends mieux. C'est souvent cette phrase qui ressort, je comprends mieux, parce qu'ils le visualisent et parce que du coup, forcément, l'apprentissage et la connaissance du monde passent beaucoup par l'observation aussi. Donc, on peut ne pas connaître l'architecture et la comprendre plus ou moins juste par une image, en fait. Alors, jusqu'à un degré de compréhension, bien sûr, hein, mais on peut la saisir en tout cas. Oui, donc pour finir sur l'illustration et le lien avec l'architecture, donc j'évoquais la bande dessinée, mais en fait, ça soulève la question des outils plus largement. Et c'est vrai que même dans le champ de l'illustration, j'utilise les médias numériques. Alors, à l'époque, on avait l'image des architectes avec leurs planches à dessin et qui faisaient d'ailleurs des reproductions à l'échelle parfois 1-1 de détails, de mots des natures qu'on pouvait avoir dans des bâtis anciens. Et c'était un exercice primordial dans la formation d'architecte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'une école à l'autre, ça dépend. Il y a des écoles qui vont vraiment pousser sur savoir dessiner à la main, savoir exprimer ses idées avec le crayon. Et il y en a d'autres qui ont bien pris conscience que finalement, le temps est précieux, dans tous les métiers, ça d'ailleurs, et que dans tous les métiers, il est triste à dire que le temps, c'est aussi de l'argent. Mais l'outil informatique a clairement pris le dessus et a même poussé finalement la conception architecturale. Aujourd'hui, grâce à des logiciels de modélisation et surtout ce qu'on appelle des logiciels paramétriques, on va pousser des types de structures qui relèvent pour moi de la prouesse technologique et finalement qui s'éloignent de l'origine du métier d'architecte qui était de faire un bel ouvrage, un ouvrage esthétique qui répond à des règles de l'art. Je ne dis pas que c'est mauvais, en fait, tous ces outils numériques, parce que même en termes de performance énergétique, qui sont des vrais sujets, l'énergie, c'est un sujet plutôt d'actualité même, je dirais, et c'est un vrai sujet qui pose question dans la conception chez les architectes. On est confronté à est-ce que le bâtiment il sera assez performant pour éviter des factures énergétiques qui seraient indécentes. Typiquement, ok, on peut prendre la feuille de papier et faire des calculs avec la calculette, mais il y a des logiciels en fait qui nous font gagner du temps, qui prennent des paramètres en compte que le cerveau humain peut-être aurait des difficultés à atteindre les mêmes résultats. Ça, je vais être honnête, moi, c'est pas là-dedans que je brille. Tout ce qui est numérique, informatique, il y a des architectes qui sont très orientés là-dessus. Il y en a d'autres qui restent peut-être un peu plus classiques comme moi, c'est-à-dire rien ne vaut un bon papier et un bon crayon pour juste illustrer en 2 secondes des idées, des formes, des concepts. Alors, même des détails techniques sur le chantier, ça arrive aussi de sortir le carnet de notes et de dessiner rapidement un détail d'assemblage. Pourquoi je dis ça? Moi, je reste là-dedans parce que typiquement, mon cerveau, je sais qu'il est bien plus performant, pas face à un écran en fait, face à une feuille de papier. Finalement, mes idées vont plus être spontanées. Je me sens assez contrainte, moi, par l'outil informatique. Même si, à l'inverse, il n'y a pas de paradoxe là-dedans, c'est le jeu subtil en fait entre d'un côté il faut savoir en fait quand utiliser l'outil, à quel moment, et typiquement en début de conception, je n'utilise pas souvent l'ordinateur parce que ça me contraint, parce que je me sens pas créative en fait. Et à l'inverse, quand il va falloir passer sur la phase de production graphique, imaginer vraiment rentrer plus dans le détail, là pour le coup l'ordinateur va permettre d'aller plus loin que juste le crayon et la feuille de papier.
Donc oui, en termes de compétences et d'outils, vraiment, je pense que c'est aussi un vrai sujet de tension dans les écoles, l'apprentissage des logiciels. En plus, le vrai souci qu'il y a, c'est que les logiciels, il n'y en a pas un unique pour tous les architectes, il y en a pléthore. Et en fait, d'une école à l'autre, on n'apprend pas les mêmes logiciels et ça se retrouve dans le monde du travail. D'une agence ou d'une structure à l'autre, ils n'utilisent pas les mêmes logiciels. Depuis que j'ai commencé ma formation en architecture, j'ai dû apprendre 10 logiciels au total. Enfin, peut-être même plus, je ne me rends pas compte dans le détail, mais ce qui est énorme en fait. Alors, au bout d'un moment, à force, on se rend bien compte qu'il y a des logiques qui se retrouvent et que le langage, il est universel parler d'une toiture, qu'on utilise tel ou tel logiciel, c'est le même, on va dire, ensemble architectural sur lequel on va parler. La toiture restera la toiture avec tout son vocabulaire qui se déploie. Mais c'est juste aller chercher dans tel ou tel tiroir, c'est juste les commodes qui changent, en fait. Comme je dis, il faut juste comprendre l'organisation de la commode, mais sinon, c'est toujours un peu la même logique. Je parle du vocabulaire descriptif parce qu'en fait, les logiciels s'appuient sur, comme si on avait un peu un jeu devant nous où on compose. Bon, je pourrais citer ce grand jeu vidéo qui a été longtemps connu, qui s'appelle les Sims, ou à l'échelle de la ville SimCity. D'ailleurs, j'y ai joué quand j'étais petite et je pense que c'est pas anodin. C'est des jeux où on peut imaginer ces maisons et ces villes. Et c'est une palette d'outils. Au lieu de dessiner un à un les éléments, là, on clique sur table, on clique sur fenêtre, on clique sur mur et ça compose. Bon, là où c'est très riche et très pertinent aujourd'hui, les outils, c'est que quand on clique sur une fenêtre, on ne clique pas seulement sur une menuiserie et un verre. On clique sur une performance de vitrage, sur un coût de matière, sur une qualité architecturale, bien évidemment, mais pas que. Et c'est là que ça devient très pertinent, en fait, ces logiciels. C'est ce qu'on appelle les logiciels paramétriques. Mais c'est complexe. Et heureusement, les architectes ne sont pas seuls. On n'est jamais seul. Il y a un moment, je parlais des plans électricité, des plans des fluides, un peu très techniques. Il y a des ingénieurs pour ça et on travaille avec les ingénieurs. En fait, pour conclure, et ça me permettra de basculer sur l'activité, le fait que je sois revenue depuis peu aussi à l'architecture, on va dire en cabinet, mais ce n'est pas vraiment un cabinet, en atelier. L'architecte n'est jamais vraiment seul et on est toujours en lien, c'est comme un chef d'orchestre en fait, il compose la toile. En plus je suis musicienne donc forcément l'analogie avec le vocabulaire musical il peut se faire très facilement aussi comme la littérature. Il orchestre la réflexion le temps de la conception, il est aussi un facilitateur de communication donc entre les clients et les ouvriers ou les artisans, donc là plutôt le champ vraiment de la technique. Et en même temps aussi, sur des projets plus complexes, ça peut être les politiques, ça peut être des associations, enfin, tout dépend du client et du décideur. En fait. Mais voilà, c'est un facilitateur et un chef d'orchestre. Le temps du chantier, c'est lui qui va coordonner aussi l'intervention des différents corps d'État. Quand on construit une maison, on ne commence jamais par la toiture, on commence forcément par des fondations. Donc ça suppose connaître aussi l'histoire de comment on construit l'ouvrage. Bon, bref, c'est encore un sujet dans lequel on pourrait déployer longtemps, mais pour résumer, voilà, c'est... Et donc, entre l'architecte qui conçoit et qui dessine et l'architecte qui est sur le chantier, il peut paraître un monde, mais en fait, les deux sont complémentaires pour moi. Quand on dessine sur la feuille à papier, dessiner un trait qui représente un mur ou l'ordinateur, hein, typiquement, c'est la même chose, c'est par évolution technologique, je dirais. Mais dessiner un mur, c'est pas juste dessiner deux traits sur une feuille blanche, c'est dessiner une matière, c'est dessiner une mise en œuvre et forcément, c'est penser à comment ils vont se faire, comment les ouvriers, comment les maçons, comment les charpentiers vont monter la structure. Voilà, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, en tout cas, avec mes 5-6 ans d'expérience, je pense que c'est clairement toujours à la croisée des arts et des techniques. Et c'est aussi pour ça, et pour cette raison précise, c'est que ça ne peut pas non plus être que du graphisme et de l'image et de la conception et du rêve, entre guillemets. C'est aussi la réalité du chantier, la réalité du coût des matériaux et à un moment donné, si on rêve, on reste dans la bande dessinée, clairement. Et si on ne veut pas rêver, on devient architecte et du coup, on va vers le chantier et on va vers la réalité de la construction. Et ça me manquait. Alors, ça me manquait parce que jusqu'alors, j'avais eu un peu ça en collectif. Mais à Limoges, clairement, j'ai fait que de la conception graphique et je trouvais ça très frustrant parce que je dessinais juste... j'étais une exécutante, clairement. Là, j'ai eu la chance, donc j'habite en Haute-Vienne depuis 2-3 ans et je n'ai pas le souhait forcément de bouger parce que c'est un cadre de vie qui me plaît beaucoup.
On est à des échelles humaines, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit en début d'émission, mon parcours a été rythmé par des grosses villes. Donc, le retour finalement aux sources et à la nature m'est paru un peu... voilà, c'est la trentaine, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été un choix que j'ai voulu porter et j'essaie de tout mettre en œuvre pour être au plus juste avec mes envies et ma vie personnelle. Hein, parce que je parle du métier, parce que c'est un métier passion et je pourrais en parler des heures, mais il y a aussi quand même d'autres choses qui rythment ma vie. Et là, en fait, par aléa d'opportunités de travail, pas loin de chez moi, il y a une ferme collective qui s'appelle La Tournerie. Ils ont pu, et au sein de cette ferme, il y a un atelier d'architecture écologique, donc qui précise bien. Alors au début, je me suis dit, c'est peut-être vendeur, c'est peut-être du greenwashing ou je sais quoi. Non, 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 en fait, ils sont vraiment en accord avec ce qu'ils portent comme discours. Ça s'appelle Duramen. Duramen, c'est le cœur du bois, en fait. Donc déjà, le nom est porteur de sens. Et donc, en fait, c'est composé d'une toute petite équipe, ils sont que deux. Donc, c'est d'ailleurs une des deux, enfin, c'est un homme et une femme. La femme est aussi diplômée de la même école que moi à Lille, donc le monde est petit. Et l'homme, par contre, lui a une double casquette, il est architecte et charpentier. Et d'ailleurs, charpentier, c'est un métier très noble. Au 19e siècle et même avant, le métier d'architecte, il est apparu au moment où on a commencé à construire des cathédrales, en fait. Mais avant ça, il y avait quand même de l'architecture, en fait. C'est juste le métier n'était pas... Et c'était souvent le rôle des charpentiers, en fait. Parce que construire une charpente, c'est penser une structure première. Et c'est des assemblages complexes, ça porte les murs et la toiture. Donc en fait, il y a une logique d'ensemble dans le corps de métier du charpentier qui est très similaire à ce qu'on attend de l'architecte en fait. Et donc c'est très riche de sens, je trouve, de faire cette double formation charpentier et architecte. Alors aussi, je pense que c'est au-delà de cette vision globale du bâtiment, il y a tout simplement être en accord avec les discours alarmants sur le climat, être dans l'écologie, c'est pas si simple en fait. Ça va au-delà du mode de, enfin c'est un mode de vie, je pense, mais c'est aussi questionner son métier. Et typiquement, le champ de la construction, on dit souvent que c'est les transports, mais c'est le secteur le plus polluant. Et donc, quand j'étais en agence et qu'on me faisait couler du béton à perte et rentabiliser le moindre mètre carré, ben forcément, quand je dis faire couler du béton, c'est figuratif. Hein, c'est qu'on me faisait dessiner des murs qui étaient constitués de béton, en fait. C'était ça que je voulais dire. Ben, je m'y retrouvais pas. En fait, je me disais, mais mince, là, je suis en train d'envoyer un bilan carbone catastrophique juste avec mes dessins, en fait. Et bon, il y a peu d'agences, malheureusement, et de structures qui se saisissent pleinement du sujet. Tout le monde le fait un peu parce que forcément, c'est devenu une urgence et que y a des subventions, il y a des aides et c'est un vrai sujet d'actualité et ça devrait être déjà le cas depuis de nombreuses années. On le fait de manière un peu alarmante alors qu'on devrait... c'est des questions qui se réfléchissent sur le long terme. Mais voilà, pour rebondir sur Duramen et conclure en tout cas sur mon activité aujourd'hui, là, je suis donc à temps partiel. Clairement, je suis confrontée à un site d'exception qui est une ferme, à travailler déjà en milieu rural au plus près de la matière, parce que la Haute-Vienne, c'est quand même réputé pour son bois. Utiliser des matériaux comme la terre, comme le chanvre, comme ce qu'on appelle des matériaux biosourcés qui se renouvellent d'eux-mêmes, qui ne sont pas à perte. Ça a énormément de sens et moi, je suis toujours une grande admiratrice des enfants, des animaux qui se saisissent de la nature avec juste ce qu'ils ont sous les mains. Le mythe de la cabane, c'est pas qu'un mythe en fait. Pour moi, c'est des vraies valeurs en termes de respect de la nature et comment finalement, en tant qu'architecte, on a tout à inventer, mais en même temps, on a aussi tout à observer et à questionner et à se saisir déjà là. Parce que ok, l'évolution technologique avec les outils, ce que j'abordais avec l'informatique, ça fait partie des évolutions du métier. Mais après, c'est toujours et pour quel avenir? Et qu'est-ce que ça va devenir en fait? Quand on pense un bâtiment, on ne le pense pas sur juste un mois, on le pense sur des années. C'est vrai que là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint un équilibre, en tout cas, que je continue de faire évoluer en permanence, hein, mais entre le champ d'illustration et de comment aussi redonner la place au dessin à la main dans un métier où tout est informatisé, de manière ludique et pédagogique, donc comment rendre accessible aussi la représentation en architecture à tout le monde, du plus jeune âge jusqu'à ad vitam, et en même temps comment œuvrer dans un contexte où il y a des questions climatiques, énergétiques et donc plus globalement écologiques qui se posent.
Pour moi, là, en ce moment, c'est un équilibre entre deux sujets que je mets en tension, la question de la représentation et la question de qu'est-ce que c'est être architecte dans un monde où construire du neuf, ça n'a pas plus forcément de sens, alors que la population ne fait que grandir et que l'immigration aussi nous bouscule nos démographies et que faire de tout ce patrimoine aussi. Voilà, c'est peut-être une ouverture sur la question finalement du patrimoine, je pense. Parce que c'est un sujet sur lequel je vais peut-être faire évoluer mes prochaines années. Voilà. On a touché à plein de questions. On sent vraiment la passion. Bien, je vais revenir à la question centrale du podcast. Pourquoi le littéraire et les littéraires sont-ils importants dans une société? Et que fais-tu ou que comptes-tu faire pour valoriser les études littéraires et les métiers littéraires? Alors, c'est vrai que je l'ai un peu dit en fil conducteur. À un moment, il y avait cette analogie entre la littérature et l'architecture. Bon, déjà, l'ouverture d'esprit au monde, elle peut se faire qu'à partir de la littérature, selon moi. On ne peut pas juste se cantonner à des valeurs scientifiques et des données scientifiques. En plus, vraiment, être littéraire, c'est aussi avoir conscience des enjeux de communication. Je dirais qu'en fait, vivre en société, c'est pouvoir communiquer avec autrui, que ce soit par la parole ou l'écriture, de base. Et ça, c'est dans tous les métiers, en fait. Il y a même les scientifiques, au final, se saisissent des enjeux de la littérature et des études littéraires en plus globales. Oui. On ne peut pas être un bon scientifique sans pouvoir exprimer ses concepts, ses théories. Et quand je dis exprimer, c'est par l'écriture et donc le dialogue. Je pense aussi qu'on se nourrit des uns et des autres. Donc, si tout le monde faisait la même chose, déjà, ce serait un peu triste. Donc, c'est très bien qu'il y ait une diversité. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que les études littéraires et les métiers littéraires, que ce soit éditeur, écrivain, enfin, des métiers vraiment au cœur de la littérature, comme je dirais, ils sont primordiaux, en fait, pour tout simplement l'équilibre du monde. Sans bouquin, ça va être la ruine de nos âmes. Mais parce qu'il y a aussi cette question du patrimoine, j'y retourne dans la littérature. Le patrimoine, les livres, la littérature est un patrimoine aussi. Alors, le podcast, justement, c'est un super format. Je trouve que c'est des livres audio pour moi, de plus en plus. Et pour les personnes qui sont fatiguées visuellement, ça peut permettre aussi d'accéder, je pense, à la connaissance et à des formes de littérature. De plus en plus, d'ailleurs, j'entends notamment sur France Culture des livres. Donc, c'est quand même un très bon format, je trouve, et d'actualité. Mais voilà, d'une manière générale, comme je le dis, l'évolution de la pensée, elle peut se faire qu'à partir de disciplines littéraires. Alors, on peut utiliser des raisonnements scientifiques, mais dans tous les cas, le média final, je pense, l'écriture, la parole et l'analyse critique croisée, en étant littéraire, et le tout sous ponctuation de poésie et de légèreté un peu, d'émotion plus globalement, je pense que tout ça, c'est essentiel à l'équilibre, en fait, et c'est essentiel à la conservation de la réflexion qui est en cours de manière générale par tous ces humains qui pensent, on va dire. Et donc, bon, aujourd'hui, en tant qu'architecte, moi, je prends dans mon métier, mais aussi à titre personnel, le temps d'écrire, le temps de lire. Et en fait, ce que je viens de dire, ça se répercute à l'échelle de mon métier. Ça me semble indispensable dans la mesure où je communique et on communique, en fait, tous ensemble. Et si on ne prend pas aussi le temps, parce que là, j'ai beaucoup parlé de ma pratique sur le terrain, mais finalement, je complète ce terrain avec des lectures. Et ces lectures, des fois, elles permettent aussi de prendre une distance qu'on n'a pas là, forcément l'opportunité de faire sur place quand on est dans le vif de l'action. Et ça, clairement, la classe prépa, pour moi, ça a été tellement révélateur et bénéfique sur tout. En fait, ça a été ma ligne de départ, je pense. Mais mes études ont vraiment commencé après le bac. Et quand je dis mes études, c'est pas juste appliquer un programme que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place. C'est vraiment comment se saisir des enseignements qu'on nous offre et qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de tout ça. Et c'est pas juste un résultat à la fin. Enfin, je peux le dire que maintenant, parce qu'à l'époque, quand on est étudiant, on est la tête dans le guidon, on pense qu'au résultat valider son année. Là, c'est même pas avec de la nostalgie que je parle de toutes ces années parce qu'elles me constituent, en fait, et elles sont là plus ou moins au quotidien, quoi. Et vraiment,
ce réflexe d'aller chercher la littérature, d'aller chercher les bouquins, d'aller me promener dans des bibliothèques. Enfin, c'est même pas des promenades. En général, j'ai un abonnement à la BFM, qui est une des bibliothèques les mieux. La BNF, non. Non, la BFM, pardon. Pardon. En fait, elle s'appelle la BFM, c'est le même réseau que celle qui est à Paris. Et donc là, elle est à Limoges et c'est les bibliothèques francophones multimédia, je crois. Ah, d'accord. Et j'invite d'ailleurs tous les grands lecteurs à aller dans ce genre de bibliothèque parce que, bon, il y a le multimédia, il y a aussi je pense qu'il y a de plus en plus maintenant des formats comme les podcasts qui vont pouvoir être accessibles aussi dans les bibliothèques. Mais voilà, c'est des lieux pour moi, c'est des ressources infinies, en fait, les bibliothèques. Et les librairies, pareil. Bon, les librairies, il y a une logique marchande, mais après, bon, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'écrire sur les bouquins. Ma mère m'entendrait, elle leverait les yeux au ciel. Par exemple, elle, c'est un sacrilège pour elle d'écrire sur les bouquins. Moi, pour moi, le bouquin, c'est un objet qui vit, c'est un objet dont j'ai beaucoup de mal à rentrer dans une lecture si je n'annote pas le bouquin, en fait. Des fois, ça m'arrive de corner des pages, enfin, voilà, j'ai pas peur je suis désolée pour les éditeurs, peut-être que ça m'arrive. Mais, et sans dire que c'est un outil de travail, parce que je le fais même, c'est devenu un réflexe, je le fais même sur mes lectures personnelles, en fait. C'est juste que, souvent, le bouquin, on va le lire et puis on va le mettre dans sa bibliothèque quand on le possède, hein, je parle. Chose que je ne fais pas du tout, je rassure les bibliothécaires, je ne le fais pas avec les livres des bibliothèques. Mais d'ailleurs, j'écris à côté, du coup, comme des formes de fiches de lecture. Mais c'est parce qu'à un moment donné, bon, là, je parle vraiment des lectures où j'ai envie de saisir l'essence et surtout qu'il y ait, voilà, une fois de plus, une trace et que ça me serve pour la suite. Parce que bon, on a beau avoir des cerveaux qui peuvent être des éponges, mais à un moment donné, il faut quand même vidanger un peu tout ça. Et donc, d'avoir des archives, comme je le dis, c'est pas mal. Mais du coup, voilà, typiquement, dès que j'ai une idée, des fois, ça peut être un peu flou. Je vais réemprunter le livre qui est dans ma propre bibliothèque et je vais l'ouvrir et je dis, ah oui, c'était ce passage-là. Ah oui, j'ai souligné cette citation. Et voilà, je peux retrouver facilement, en fait, c'est une forme d'indexation, d'archivage. Chose que je fais depuis peu, c'est que je me remets à relire des livres que j'avais lus quand j'étais plus petite aussi. Et je trouve ça riche de faire ça aussi. Il y a la question de l'expérience de vie qui est passée entre-temps et de relire. Mon livre, l'un de mes livres préférés, c'est sûrement, je crois que c'est après la Bible, il me semble que c'est le livre le plus vendu au monde, donc ça va rien d'être d'original, mais c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et il n'y a pas d'âge, en fait, pour le lire. Et cette poétique entre l'illustration très filaire, très naïve et le texte, on n'est pas dans de la bande dessinée, on n'est pas non plus dans de la littérature de jeunesse. Voilà, on est dans un format qui est propre à Saint-Exupéry. Et bon, il y a d'autres auteurs qui ont saisi ce format-là, mais voilà, c'est pas non plus un gros ouvrage, mais il y a vraiment pas d'âge pour le lire. Et en fait, je trouve ça très riche de voir aussi l'évolution qu'on a entre l'enfance et aujourd'hui et le lien qu'on entretient du coup avec la littérature. Mais voilà, typiquement, heureusement que les métiers littéraires sont là pour nous nourrir au sens propre comme au sens figuré. On va finir sur une belle note. Je voulais quand même te demander pour terminer, est-ce que tu as un site internet où on peut en savoir plus sur ce que tu fais ? Oui. Du coup, alors ce sera plus sur mon activité d'illustratrice indépendante. Donc, mon nom d'artiste, je sais pas si alors j'ai beaucoup de mal à dire artiste, du coup, je ne vais pas, mais on va dire d'illustratrice, c'est Gribouillis Bohème. C'est ni plus ni moins mes initiales, en fait, hein, c'est GB. Voilà, bon, j'en dis pas trop parce que je pense que c'est un site où c'est assez facile de naviguer dessus et de comprendre en peu de temps l'univers dans lequel je suis par rapport à ça. Et après, je crois que sur le site, il y a un relais vers LinkedIn et Instagram, qui sont voilà, des réseaux sociaux plus professionnels. Mais le site internet est très bien, en tout cas, pour avoir un aperçu. Voilà. Ok, merci beaucoup Gwenaëlle. Et puis à bientôt. Oui, merci.